Avec Stéphane Carcillo, responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE. Alors attendez, je fais n'importe quoi avec mon téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce travail là? Oui, j'appuie sur le bouton. Appuyez sur le bouton. Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Xavier Geravel, professeur à la London School of Economics et qui préside le CAE, qui a publié Marie Curie habite dans le Morbihan, démocratiser l'innovation à la République des idées au seuil. C'est un appel au talent féminin, notamment dans les sciences et les mathématiques. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Vous vouliez réagir? Alors, on a eu un débat un peu technique. Les allègements de cotises, qu'est-ce qu'on fait? Le rapport Bozio-Wasmer, les recommandations des experts sur le SMIC. Ne pas rater la cible. Quelle cible choisir? Vous travaillez au CAE là-dessus. Qu'est-ce que ça vous inspirait, Jean-Marc, comme réaction? Alors, il me semble qu'il y a en fait deux débats. Il y a le premier débat. Déjà que c'est pas simple. Oui, mais en même temps, ça va peut-être clarifier les choses. Il y a un débat au voisinage du SMIC, qui est celui qu'on a eu juste avant la coupure publicitaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je voudrais revenir à l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire des allègements de cotisations sociales en France à partir du début des années 1990 ? On l'a fait parce qu'on avait un problème absolument massif de chômage des non-qualifiés. C'est pour ça qu'on a commencé à le faire. Et quand on a commencé à se demander pourquoi on a ce chômage massif des non-qualifiés, il y avait le coût du travail. Et pourquoi le coût du travail était élevé? Parce que les cotisations, notamment parce que les cotisations sociales étaient très élevées en France. On voit que dans l'ensemble des prélèvements, quand on fait la comparaison entre pays, en France, on a des prélèvements sociaux qui sont extrêmement élevés. Et donc à partir de ce moment-là, on a baissé les cotisations en commençant par les non-qualifiés avec une certaine efficacité. On garde en France un chômage des non-qualifiés qui est significatif, qui est souvent plus élevé que chez nos voisins, mais l'écart a même beaucoup diminué. Donc cette politique-là a été efficace et donc qui pose évidemment des questions sur est-ce qu'on va remettre en cause des résultats qui sont des résultats éminemment positifs. Je rappelle qu'on parle des non-qualifiés, donc de la population la moins favorisée de ce pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on commence à faire des allègements de cotisations, évidemment, ou d'impôts, il y a toujours des gens qui veulent en profiter, et à chaque fois avec d'excellentes raisons. Pourquoi est-ce qu'on est monté jusqu'à 3,5 le SMIC avant de redescendre un petit peu, etc. C'est en pensant à l'industrie. Parce que au voisinage du SMIC, vous avez pratiquement pas de salariés dans l'industrie. Les salariés dans l'industrie sont au-delà du SMIC, même si on a la mythologie de la classe ouvrière. La classe ouvrière aujourd'hui, en France, ceux qui font strictement un travail d'ouvrier sont dans l'industrie, pas dans les services, sont en moyenne relativement correctement payés par rapport à la moyenne de la population. Et l'industrie, elle est surtaxée par ailleurs par d'autres prélèvements, par des impôts notamment. Et donc il y avait une espèce de compensation. C'est pour ça qu'on a monté, parce qu'on ne pouvait pas faire de la baisse ciblée sur ces impôts. C'était compliqué, on n'a pas osé y toucher. Et donc on a agi à la place par les cotisations. Donc si on agit au-delà de 2 fois le SMIC, on aura, à l'échelle macroéconomique, on n'aura sans doute pas d'effets négatifs. On peut avoir des effets compliqué sur certains domaines industriels très exposés à la compétition internationale. Voilà, je voulais juste tirer cette petite sonnette d'alarme. À l'origine, l'une des motivations de ce rapport Bozio-Wasmer, c'était l'histoire de la désmicardisation, de sortir d'une partie de la population active qui est un peu inexorablement abonnée à une sorte de fourchette de 1 à 1,3 ou 1,4 SMIC avec une très grande difficulté pour s'en extraire. Ça, c'était l'idée que pour augmenter un salarié de 100 euros, ça coûtait 400 euros à l'employeur. Voilà, donc un SMIC, on a un truc qui est délirant et qu'on a une trappe à bas salaire. Oui. Alors, le problème des trappes à bas salaire... Elle existe, cette trappe à bas salaire. Non, le problème des trappes à bas salaire, c'est le problème, c'est qu'on ne les voit pas dans les données. C'est qu'en fait, ce que disait Xavier, c'est qu'on voit effectivement des taux marginaux d'imposition élevés, quand on prend à la fois l'augmentation des impôts que paient les salariés quand le salaire augmente et l'augmentation du coût du travail pour l'employeur. Quand on mélange tout ça, on se dit, oh là là, on prélève quand même beaucoup quand on augmente de 100 euros le salarié net, ça coûte très très cher. Et l'écart, c'est tout ce qui est prélevé. Et ça devrait désinciter les employeurs à augmenter le salaire. C'est un super signal prix. Voire même désinciter certains salariés à changer de poste parce que le gain est minime. Oui, le gain net dans la poche. Voilà. Et alors la difficulté qu'on a, c'est qu'en fait dans les données, on ne le voit pas. On ne voit pas la trappe à bas salaire. On voit des trappes à bas salaire pour certaines catégories de salariés très ciblées, mais globalement, on ne les voit pas dans les données. Donc, ce qu'on essaie de faire au sein du groupe d'experts, c'est d'aller essayer de creuser ces données pour essayer d'identifier
ces taux marginaux, si on y croit, ça doit jouer. Et pour qui ça joue? Alors, effectivement, si au niveau macroéconomique, on le voit pas, essayer de comprendre pour qui ça ne joue pas, et pour quelles raisons, et pour qui ça joue fortement, et qui reste effectivement très coincé. Très probablement que ça joue fortement dans les très petites entreprises, probablement moins dans les plus grandes, mais on essaie d'un peu comprendre ces mécanismes de trappe s'ils existent. On peut pas tout avoir. C'est terrible quand les économistes vous disent qu'un truc qu'on vous a vendu politiquement, et c'était Gabriel Attal qui en avait fait une sorte de totem, n'est pas totalement vérifié et validé. Oui, mais on peut pas tout avoir. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir fait un système redistributif hyper puissant comme on a en France, parce que les allègements, c'est un système redistributif massif, puisqu'en fait, on va redistribuer sur des emplois essentiellement, la grande majorité des allègements sont sur des emplois faiblement ou moyennement qualifiés. Donc c'est un énorme mécanisme de redistribution. Et on peut pas avoir ces mécanismes de redistribution via les allègements d'un côté, via la prime d'activité pour les salariés de l'autre, sans créer à un moment donné des taux marginaux importants, puisque lorsqu'on sort de ces dispositifs à fur et à mesure que le salaire augmente, forcément on retourne vers la normalité. Donc on peut pas avoir vraiment voilà, on redistribue, donc quand on sort de la redistribution, on augmente les impôts et ça crée effectivement des taux marginaux qui sont plus élevés. Il faut savoir où est la bonne balance, où est le bon équilibre. Xavier Gérabel. Du point de vue de l'analyse économique, ce qu'on doit essayer de faire, c'est de ne pas avoir des taux marginaux trop élevés là où il y a beaucoup de salariés. Et la distribution des salaires, si vous avez un taux marginal élevé là où vous avez beaucoup de salariés, vous allez décourager le travail et ça va toucher beaucoup de monde. Et c'est un peu le problème du système actuel. Avec le mode de calcul des allègements de charges tels qu'ils existent, vous avez quand même beaucoup de gens qui sont touchés par cette tranche avec les taux effectifs les plus élevés. Et l'idée de Bossuet-Wasmer, c'est de bouger ça d'une manière qui, du coup, va être neutre budgétairement, mais peut encourager le travail sur ces parties-là de la distribution. Donc, il me semble qu'on peut voir ça en disant il faut cibler des parties où les élasticités sont différentes. Et donc là, il y a un débat sur quelles élasticités il faut prendre. Et ensuite, il faut aussi cibler des parties en fait, où il faut éviter d'avoir des taux élevés là où il y a beaucoup de gens. Il me semble que le système actuel, de ce point de vue-là, est largement perfectible. Et Xavier, je suis complètement d'accord. Mais d'abord, la distribution des salaires en France à cause du SMIC, ou du fait du SMIC, est extrêmement concentrée. Et là, il y a, je crois qu'il y a un débat elle est extrêmement concentrée sur le mode de calcul. Non, en fait, c'est pas 17%, mais 5% qui sont concernés par les allègements au SMIC. Oui, mais... Voilà. Et qui était un peu au cœur, je crois, de votre... Oui, mais la distribution des salaires reste extrêmement concentrée autour du SMIC. Vraiment, parce qu'on a, et quand on voit la France par rapport à d'autres pays, on a une distribution des salaires très concentrée. Comme si on avait une trappe à bas salaire. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Stéphane, c'est même pas une trappe à bas salaire, c'est qu'en fait, quand vous avez le SMIC qui augmente plus vite que la machine des autres salaires, c'est comme un tas de sable que vous poussez, ça crée une bosse. Voilà, ça crée une bosse. Donc c'est pas forcément le système fiscalo-social ou socio-fiscal qui a généré cette distribution. C'est aussi la dynamique du SMIC qui a généré, parce qu'on a un système de double indexation du SMIC qui fait que le SMIC, de toute façon, augmente souvent plus vite que les salaires qui sont juste au-dessus. Et donc, et on l'a bien vu dans la période inflationniste récente. Donc c'est ce que j'appelle la trappe. Mais voilà. Donc on a inévitablement beaucoup de gens. Mais quand on regarde les données, et je reviens sur les données, quand on regarde les données sur la mobilité salariale, on ne voit pas de trappe. C'est-à-dire que les salariés qui sont au niveau du SMIC ont une mobilité plus grande que les salariés au niveau de la médiane, des salaires médians, et la mobilité des salariés au SMIC en France est aussi élevée que celle qu'on voit aujourd'hui en Allemagne et même au Danemark, où il n'y a pas de salaire minimum. Donc la question que je pose, c'est comment est-ce qu'on réconcilie le fait qu'on a des taux marginaux élevés et qu'en fait, quand on regarde les données, on voit quand même beaucoup de mobilité des salariés au niveau du SMIC. Donc on n'a pas encore la réponse, il faut qu'on creuse. Je vais vous laisser faire, je crois. Mais je vais attendre de voir. Voilà. Non mais sacré job. Bon. On a encore un peu de temps. Je voulais vous faire réagir, Xavier, sur l'euro numérique.
quel avis vous avez sur l'euro numérique? Quand on entend euro numérique, banque centrale, tout le monde a sa lecture du truc. Certains vous disent que c'est une espèce de réaction des banques centrales qui pensent que la monnaie numérique va s'imposer et qu'ils doivent également être sur ce coup avant de se faire dépasser. D'autres disent que c'est le plus grand hold-up des libertés individuelles de l'histoire, parce qu'on va prendre le contrôle de nos vies, voire supprimer le cash. Vous avez quelle vision de cette histoire? Effectivement, il y a une première vision que vous venez d'exposer, Nicolas, sur le fait que ça pourrait ne pas être utilisé comme outil de politique monétaire, mais c'est juste là pour éviter des situations où tout le monde se mettrait à utiliser des monnaies numériques privées, parce qu'elles sont par exemple plus rapides, moins coûteuses, il y aurait plein d'avantages du point de vue des coûts de transaction, et donc les banques centrales veulent se positionner sur ce créneau pour préempter quelque chose leur échappe dans le circuit monétaire. Et l'autre vision, et donc je pense qu'on peut faire ça sans porter atteinte aux libertés individuelles, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais en revanche, il y a une autre vision qui est de dire qu'on peut aller plus loin, et avoir cet outil-là, et avoir ce mode de circulation de la monnaie numérique, mais aussi de l'utiliser comme un outil. Par exemple, quand vous avez une crise, vous avez votre portefeuille numérique à la Banque centrale et vous allez distribuer aux ménages une somme d'argent pour relancer l'économie. Ou vous pouvez, à l'inverse, quand vous êtes en haut de cycle, vous voulez ralentir votre économie, vous avez de l'inflation, vous pourriez offrir un taux d'intérêt élevé sur ce portefeuille qui est directement accessible par les ménages. Donc un canal de transmission en fait beaucoup plus direct entre la Banque centrale et les ménages. Ce qui aujourd'hui manque un peu, et on passe par les gouvernements en période de relance et en période de hausse des taux d'intérêt. C'est un système très indirect qui pèse surtout sur les primo-accédants à la propriété. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'avantages et que très probablement, à terme, on se dirigera vers un système où on utilise effectivement de manière beaucoup plus directe ces outils pour que la politique monétaire agisse directement sur les ménages, et avec un sujet qui est de comment intégrer les banques dans ce système-là. Comment les rassurer? Comment les rassurer. Et on peut effectivement leur donner un rôle en disant, par exemple, c'est vous qui allez gérer le portefeuille numérique de tel ou tel ménage, donc vous jouez encore un rôle, mais qui est un peu différent, mais vous faites toujours de l'intermédiation. Mais il y a quand même un taux d'intérêt qui peut directement être transmis entre la Banque centrale et le ménage, et des transferts monétaires qui peuvent aussi être directs entre la Banque centrale et le ménage. Et on voit d'ailleurs que ça peut être une manière de vraiment renforcer l'impact des politiques de relance qu'on a fait dans des travaux avec des collègues notamment, sur lesquels je ne m'étends pas. Non, mais ce que vous venez d'expliquer, Xavier, c'est révolutionnaire en fait. Derrière, le projet est un peu révolutionnaire, malgré tout. Alors que ça nourrisse des fantasmes du style qui va créer la monnaie, la banque commerciale a-t-elle encore un avenir? Dans quelle mesure la banque centrale va pouvoir... Vous dites que ça peut être une incitation à la consommation ou une incitation... Enfin, qu'en fonction des arbitrages de l'outil, je vais agir directement sur les comportements. Moi, ça me fascine. Après, je ne sais pas si ça fait rêver. Jean-Marc Vittori. Alors, d'abord, la forme monétaire évolue, et c'est normal. Oui, on avait commencé avec l'or, l'argent, le bronze, donc le métal. Ensuite, on est passé au papier, non sans difficulté. On a eu quelques crises financières au passage. Ensuite, on est passé au chèque, au compte en banque, à la carte, et on passe à des formes numériques en fonction de la technologie, notamment. Avec, sur ces formes numériques, le fait que ça peut être extrêmement décentralisé ou ça peut ne pas l'être. Et là, je voudrais passer à une deuxième étape, qui est une étape un peu géopolitique. Quand vous regardez ce qui se passe dans les différentes parties du monde, on a des réactions qui sont extrêmement différentes. En Chine, c'est extrêmement centralisé. C'est l'exécutif qui pilote tout ça. La Chine a un projet de renminbi numérique qui avance et qui est clairement une arme de guerre financière et qui pourrait être un outil pour faire progresser la domination financière de la Chine dans le monde. Donc une approche extrêmement centralisée. Aux États-Unis, vous avez une approche au contraire extrêmement décentralisée avec tout ce qui est en train de se mettre en place autour des stablecoins. Donc c'est des monnaies numériques qui sont créées par des agents privés. Et qui sont pégés, qui sont accrochés au dollar. Qui sont assis sur du dollar, donc ça va permettre de vendre massivement de la dette publique américaine à ces nouveaux acteurs, parce qu'il faut que la valeur de ces stablecoins soit absolument garantie par des actifs considérés comme sûrs. Et donc, il va y avoir l'efficacité de la concurrence. Ces nouvelles formes de monnaie, elles permettent de faire des choses que la monnaie classique ne peut pas faire, notamment des monnaies programmables, des monnaies qui circulent si un certain nombre de conditions sont respectées
respectés, qui sont vérifiés automatiquement. Ça peut permettre de faire des flux financiers beaucoup plus rapidement, beaucoup moins chers. Et donc, aux États-Unis, c'est en train de se mettre en place comme ça. C'est clairement ce qu'on voit avec l'administration Trump. Et l'Europe, comme souvent, elle est un peu entre les deux. Et donc, la Banque centrale européenne avance avec son projet d'euro numérique, avec deux grosses questions derrière. La première, c'est les banques, c'est ce qu'évoquait Xavier, c'est-à-dire si vous pouvez ouvrir un compte à la Banque centrale européenne, est-ce que vous n'allez pas déplacer massivement de l'argent de votre compte bancaire vers la Banque centrale européenne? Or, cet argent... Qui inspire confiance, a priori. Or, cet argent est très important pour les banques. Il leur permet de faire de la transformation de manière tout à fait importante. C'est vraiment une base. Et on a un système bancaire en Europe qui est plutôt solide. Donc, on risque d'affecter ça. Et donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que cet euro numérique, donc public, centralisé, sera aussi efficace que le système américain décentralisé? S'il est moins efficace, on risque à la fois de déstabiliser profondément les banques, et les banquiers font un lobbying d'enfer actuellement sur cette question-là, ça, il n'y a absolument pas de doute, et en même temps, d'ouvrir la porte aux Américains avec des produits qui sont plus efficaces parce que ils seront stimulés par une concurrence dont on sait qu'elle est un élément de progrès indéniable. Donc voilà, l'Europe, elle est un peu entre les deux et elle est dans une situation compliquée par rapport à ça. C'est passionnant, cette histoire est passionnante. Vous vouliez encore dire un mot, Xavier Ravel? Moi, j'adore le sujet. Vous pouvez avoir votre compte en fait qui est toujours administré par votre banque de détail, mais qui est alimenté par la banque centrale et qui est un compte très limité. Vous pouvez on peut vous verser au plus, je sais pas, 1 000 €. Oui, on a évoqué le chiffre de banquiers sont en train de travailler là-dessus. On parlait d'un chiffre beaucoup plus élevé. 3 000, on a dit capé à 3 000. Puis 1 000, voilà. Mais ça pose pas forcément de problème d'avoir parce que ça permet quand même de faire de la relance et de manager le cycle comme on disait. Donc je pense que ça c'est plutôt quand je vous entends, je me demande si j'en ai envie ou pas envie en fait. Non mais c'est bon. Le chantier est en cours, nous en reparlerons. On a un peu moins de 10 minutes. Je voulais absolument profiter de votre présence, Stéphane Carcillo, pour vous faire réagir à un sujet que, à titre personnel, en tant que journaliste économique, j'ai assez peu expertisé, je le reconnais. J'ai pas mal d'invités qui m'ont dit beaucoup de bien des territoires zéro chômeur. Il se trouve que la Cour des comptes a publié une note hier, nous disant que le principe qui est de financer donc des entreprises à but d'emploi, des EBE, qui recrutent en CDI, des chômeurs de longue durée payés au SMIC, cet objectif-là pourrait donc ramener les chômeurs de longue durée vers l'emploi, est atteint. Le rapport nous dit que les métiers, les activités qui ont vu le jour pour réinsérer ces chômeurs de longue durée sont des activités qui répondent à des besoins réels, des territoires, des activités dont on avait besoin qui n'étaient pas satisfaites. Donc ça, c'est un point positif. Le premier point négatif, c'est que ces activités créées, nous dit la Cour des comptes, n'ont pas généré beaucoup de chiffre d'affaires et des très faibles gains de productivité, enfin sont très faibles en productivité. Et surtout, c'est cher pour les finances publiques, parce qu'à l'origine, on espérait quelque chose qui allait assez vite s'équilibrer, et en fait, on est à 28 000 € en moyenne par équivalent temps plein par an. Vous avez quel avis là-dessus? Parce que généralement, des économistes plutôt à gauche me disent qu'il faut généraliser les territoires zéro chômeur. Alors, je pense que des dispositifs de ce type, il en faut toujours. Parce qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à retourner en emploi qui sont vraiment très importantes et que être inséré dans un emploi, avoir une activité quotidienne, avoir des collègues, c'est très important pour leur morale, pour leur santé. Et c'est mieux, effectivement, d'un point de vue sociétal que d'avoir simplement une indemnisation pour solde de tout compte. Donc ce genre de dispositif, où on crée finalement ces emplois avec de l'argent public, puisque c'est exactement ça qu'on fait, c'est nécessaire. Il faut avoir ça dans la panoplie des aides. Donc sur la philosophie, il n'y a pas de sujet. L'enjeu, c'est le ciblage. À nouveau, on revient sur la question du ciblage. Là, c'était les chômeurs de longue durée voilà. à l'origine. Alors, l'enjeu, il faut que ce dispositif reste ciblé sur des personnes qui n'ont vraiment pas de chance de retrouver un emploi non subventionné dans le secteur privé. D'accord. Donc, je crois que c'est ça l'enjeu. Cibler ceux qui sont définitivement sur la touche, ceux qui sont vraiment sur la touche, avec des barrières au retour à l'emploi dont on sait qu'on n'arrivera pas à les lever, quoi. D'accord. Ça peut être des problèmes personnels, psychologiques, parfois des problèmes de santé, des problèmes de compétences vraiment très importants au vu de ce qui se passe sur le territoire, etc. Et donc, si on cible
ces personnes-là véritablement, des personnes qui ont très peu de chances de retrouver un emploi, même en CDD, le dispositif est vraiment utile. Alors certes, ça s'appelle du traitement social du chômage. Alors ça s'appelle un traitement social, oui. mais pourquoi c'est important de cibler ? Pourquoi c'est important de cibler ? Parce que si on ne cible pas, on va mettre dans ces emplois des gens qui auraient retrouvé un emploi par eux-mêmes, et du coup il y a un coût d'opportunité très important de ces emplois. C'est-à-dire qu'en fait on perd finalement l'opportunité d'avoir créé un emploi non subventionné qui crée de la valeur ajoutée, qui est productif et qui génère des cotisations sociales et des impôts pour l'État. Donc ce qu'il faut absolument éviter, c'est ce coût d'opportunité. Et pour éviter ce coût d'opportunité, il faut cibler ce dispositif sur des personnes très éloignées de l'emploi. Donc la principale critique au départ de Territoire zéro chômeur, c'est que c'était pas assez ciblé. J'ai l'impression qu'il y a eu des efforts de ciblage qui ont été réalisés, qu'il faut probablement encore approfondir pour améliorer ce dispositif. Mais toute généralisation ne signifie pas qu'on va arroser le territoire entier de ce dispositif, parce que alors là, ça va coûter des milliards et ça va être totalement inefficace. Une généralisation veut dire que on peut offrir à tous les territoires cet outil dans la panoplie, mais avec des conditions de ciblage qui restent extrêmement strictes et avec une capacité d'évaluer que le ciblage est bien tenu d'année en année. Parce qu'on voit très très bien ces dispositifs dériver au fur et à mesure. Parce que c'est très très facile de proposer ce type de dispositif que d'aller chercher un emploi. Hein. Le dispositif, il existe. Et donc, voilà, c'est tout l'enjeu, c'est ce ciblage. Xavier Jarabel et puis Jean-Marc Vittori. Dans le sens de Stéphane, effectivement, il semble que le dispositif ait évolué dans la bonne direction en termes de ciblage. Juste pour citer, il y a un rapport de l'IGF, je crois en 2019 ou 2018, Inspection générale des finances, qui montrait que là, le ciblage était très mauvais. Et en fait, ciblait pas des gens éloignés de l'emploi, et donc ça semblait vraiment contrevenir à l'esprit même du dispositif. Et avait l'air en plus de conduire à des emplois pas forcément très stables, et a été très 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 coûteux. Et donc ça, c'est un autre point, c'est que la manière dont le dispositif initialement avait été introduit, c'est de dire que c'est quelque chose qui allait peut-être même être à coût nul pour les finances publiques, parce que les gens allaient retrouver un emploi. Au départ, oui. Et donc ça, c'est pas le cas, et ça a l'air de ne toujours pas être le cas. Là, la Cour des comptes avance un chiffre de l'ordre de 28 000 euros par an, par équivalent temps plein. Oui. Ce qui est pas énorme comme coût, hein. C'est par exemple les aides à l'apprentissage, les aides Covid, on a un ordre de grandeur qui est assez similaire. Donc à nouveau là, le chiffre semble un peu meilleur, mais c'est quand même très différent de la promesse initiale qui est de dire ça ne coûterait rien. Donc tout à fait d'accord avec ce que disait Stéphane sur ciblage, c'est très important, et la philosophie est bonne dès lors qu'on ne pense pas que c'est une baguette magique qu'on peut étendre partout sur le territoire à toute catégorie de chômeurs. Mais ce qui est bon signe dans ce que vous racontez, c'est que ça fait pas mal d'années que ça a été engagé. On a su faire évoluer un dispositif en corrigeant ses défauts, visiblement. Ce qui est... je pense que l'évaluation qui au début était mauvaise a effectivement empêché le dispositif d'être massifié partout dans sa forme originale qui était vraiment pas bonne. Et du coup là, ça a l'air de s'améliorer. Mais un point qui est vraiment très important en termes de pilotage de ce type de dispositif, c'est que pour financer ce type de dispositif, il faut des financements à durée déterminée, avec des points d'évaluation réguliers qui permettent de recorriger si ça dérive. Donc, créer un dispositif dans le marbre, ad vitam aeternam, sans point de rencontre et d'évaluation régulière, je pense que c'est ça l'erreur à ne pas commettre. On peut continuer à mettre en place ces dispositifs, mais régulièrement on les évalue. Il ne faut pas faire une France de guichet supplémentaire. Aux États-Unis, il y a des dispositifs qui existent, par exemple pour les jeunes, qui s'appelle le Job Corps, qui est un dispositif pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi, qui sont sortis du lycée sans aucun diplôme. Ce sont des dispositifs fédéraux qui coûtent plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. C'est financé sur des tranches de 5 ou 10 ans, je ne sais plus, avec évaluation à la clé chaque année. L'objectif, c'est pas de définancer, l'objectif, c'est de corriger à chaque fois les éventuelles dérives qu'on peut voir dans le dispositif, fermer les centres qui ne fonctionnent pas, créer des centres là où on en a besoin, essayer de comprendre là où ça marche. Donc ces dispositifs, je crois qu'il faut les conditionner, leur financement, à des évaluations régulières. Jean-Marc Vittori, 2 minutes. Territoire zéro chômeur, ça commence par territoire. Oui. Et c'est extrêmement important dans le dispositif. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut piloter d'en haut. C'est exactement ce que dit la Cour des comptes. Et généraliser. Ça dépend de ce qui se passe dans le territoire, ça dépend des collectivités locales, de leur collaboration, ça dépend du tissu d'entreprise, ça dépend aussi du tissu de tiers acteurs, d'associations. Et c'est quand vous regardez concrètement ce qui se passe, territoire par
territoire, à chaque fois, c'est une association, une combinaison différente qui fonctionne. Donc ça ne peut absolument pas être généralisé d'en haut. Il faut absolument que ça parte du territoire. Et ce que ne mesure pas, je pense, le rapport de la Cour des comptes, c'est les externalités positives que ça a quand ça marche. C'est-à-dire que c'est pas seulement quelqu'un qui était très éloigné du marché du travail qui retrouve un emploi, c'est qu'il apporte aussi quelque chose au territoire, c'est ce que dit la Cour des territoires dont on sait qu'il est essentiel de contenir, de parvenir à les maintenir, à les vitaliser. Et justement, la Cour des comptes dit qu'on n'aboutit pas à des bullshit jobs et que justement ce sont des emplois réels qui étaient nécessaire dans ces territoires-là. Non, mais un emploi réel peut avoir des retombées positives sur la collectivité autour ou pas, plus ou moins en tout cas. Et a priori, le dispositif territoire zéro chômeur, quand il marche, a des retombées positives qu'il faudra aussi intégrer dans les calculs. Le mot de cette émission aura été target. Il faut cibler. Bon, merci à vous trois. Je laisse sur la touche le taux zéro en Suisse. Écoutez, j'en parlerai tout à l'heure chez Lorraine Goumeau, si vous voulez qu'on revienne sur ce sujet. Voilà, taux zéro, la Banque nationale suisse était à 0,25. On se demande si elle va passer en taux négatif. Merci Stéphane Garcillo. Merci. On va se retrouver à Aix-en-Provence, voilà, n'est-ce pas, pour les rencontres économiques d'Aix. Xavier Jaravel et Jean-Marc Vittori, rendez-vous lundi 9h.